Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Bernard Rougier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous venez de publier Les territoires conquis de l'islamisme aux éditions Presse Univers de France. Un livre écrit sous votre direction avec vos étudiants du Centre d'études arabes et orientales de la Sorbonne Nouvelle, où vous êtes professeur, et ont participé aussi à cet ouvrage des universitaires. Alors ce livre est une analyse sociologique, ce n'est pas un parti pris. Ni vous, ni vos étudiants ne donnez votre avis, c'est un diagnostic, c'est de tout terrain. Et pour résumer, c'est une plongée dans les quartiers des grandes villes françaises qui, pour certains, sont tombés aux mains des religieux radicaux. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander la définition, dans le fond, de ce mot qu'on prononce souvent et que l'on peut, pour certains, galvauder. La première, c'est la définition de l'islamisme. Qu'est-ce que l'islamisme que certains peuvent confondre, les esprits peut-être peu éclairés, avec l'islam? Alors on a bien pris soin de distinguer entre l'islam comme religion, l'islam comme culture et l'islam comme idéologie. Et ici nous traitons de l'islam comme idéologie. L'islamisme, c'est la volonté de faire prévaloir des règles religieuses dans l'ordre politique sur les règles de la République. De considérer que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République dans ce qu'on appelle l'ordre politique, le domaine d'activité politique. C'est soumettre l'espace social à des règles religieuses définies et interprétées par une minorité. Et je voudrais, juste comme ça on sera au clair, pour vous il y a 4 variantes de l'islamisme qui sont à l'œuvre, et quelles sont-elles? Alors oui, là la typologie est un peu compliquée peut-être. Vous avez les Frères musulmans, qui est un mouvement politique qui a été constitué en Égypte et dont l'objectif est la prise de pouvoir. Et donc ce mouvement a beaucoup changé, beaucoup évolué au cours des siècles. C'est un mouvement pacifique qui existe en France, qui est représenté et qui cherche, si vous voulez, à travers le travail associatif, l'entrée dans les conseils municipaux, à mettre en avant un agenda religieux sur le mode de la négociation, en prétendant parler au nom de tous les musulmans. Vous avez le salafisme, ça c'est la volonté de revenir à l'islam des origines, l'islam du 7e siècle, l'islam des premiers musulmans, en prétendant qu'ils en connaissent en quelque sorte la vérité et qu'ils détiennent la propriété de l'origine. À l'intérieur de ceci, vous avez aussi un autre mouvement, le mouvement du Tablir, qui est un mouvement de réislamisation d'origine indienne, créé en 1927 par Mohamed Elias, et qui cherche à maintenir ce qu'ils estiment être l'intégrité musulmane des communautés musulmanes à travers le monde, et spécialement dans les sociétés occidentales, par l'imitation littérale du prophète. Et enfin, vous avez le djihadisme, qui va, à travers toutes ces ruptures épistémologiques avec la société européenne, la société occidentale, tirer les conséquences de ces ruptures et passer à l'action terroriste, à l'action violente. Alors, il y a donc, Bernard Rougier, aujourd'hui, comme l'indique le titre de votre livre, des territoires conquis par les islamistes, qui donc, en quelque sorte, mettent les quartiers, les pâtés de maison, en coupe réglée. Quelle est l'ampleur du phénomène dont vous dites qu'il est solidement installé et appelé à durer? Alors, notre travail n'a pas été un travail exhaustif. On n'a pas travaillé sur l'ensemble du territoire. Mon équipe est petite, mais on a travaillé sur le mode de la biopsie, c'est-à-dire vraiment de travailler un tissu social en profondeur sur plusieurs années. Et on a pu voir comment dans certains quartiers, des prédicateurs, des entrepreneurs religieux, mais aussi des commerces, des salles de sport, entraient en quelque sorte en résonance pour tenter de mettre en avant une interprétation de l'islam et de l'imposer d'une certaine manière au reste de la population musulmane. Il faut comprendre que le défi pour eux, c'est le contrôle de la population musulmane. Or, nous savons que cette population, d'origine immigrée pour la plupart d'entre eux, français maintenant pour une part importante, est extrêmement diverse, extrêmement hétérogène. Et le projet des islamistes, c'est de réduire cette hétérogénéité, pas de diversité, et de la regrouper au fond derrière un référent religieux que eux seuls interprètent. Et ça se traduit par ce mélange de cognitif et d'affectif, de travail sur le corps, ce corps qu'il faut tenter de transformer, ce corps qu'il faut habiller, ce corps qu'il faut préparer dans les salles de sport. Vous voyez, il y a tout un écosystème en quelque sorte qui va transformer la vie des quartiers. Alors cet écosystème, justement, ça va des commerces halal aux associations culturelles, parfois aux écoles où les enfants sont déscolarisés pour aller dans des écoles coraniques ou autres, aux librairies et
vous le dites, aux salles de sport. Donc les portes d'entrée sont extrêmement nombreuses. Oui, la lutte, l'école, c'est un enjeu fondamental. Et on a pu observer à travers l'étude des leçons, l'étude des prédications, une tentative pour délégitimer en quelque sorte l'école de la République. La théorie du genre a été présentée, exagérée, pour en quelque sorte retirer à l'école sa fonction essentielle et pour en dire que c'est une machine idéologique pour indifférencier les hommes et les femmes, et donc ça a trahi les valeurs de l'islam, vous voyez. Donc il y a eu tout un Forme travail. de contre-société, en Oui, fait. c'est une forme de contre-société, et l'école c'est intéressant parce que c'est aussi un des lieux où la norme peut fonctionner, c'est aussi un des lieux où on peut convaincre les autres, c'est aussi le lieu où on peut remettre en cause des enseignements d'histoire. Donc l'école est un lieu extrêmement important, et c'est évidemment le lieu de la présence de l'État, et c'est la raison pour laquelle ce lieu a fait l'objet d'attaques idéologiques très nourries sur les 2 ou 3 dernières années. Et on a assisté au développement d'écoles confessionnelles hors contrat, à l'usage de pédagogie Montessori pour essayer en quelque sorte, de retirer les enfants de l'école et de leur donner un enseignement différent à travers des pédagogies soi-disant alternatives, mais qui en réalité avaient un agenda idéologique tout à fait précis. Quels sont les ressorts de ce processus, de ce mécanisme? Sur quelles failles finalement les islamistes s'appuient-ils pour en quelque sorte convertir à l'islam radical? Alors évidemment, toutes les pathologies urbaines sont utilisées au service de ce projet ou de cette stratégie. Il est évident que ce n'est pas un travail de sociologie des quartiers que nous avons fait, mais nous savons qu'il y a des très fortes vulnérabilités, un taux de chômage plus important qu'ailleurs, etc. Mais les entrepreneurs en question, eux, ne sont pas sans ressources. Ils sont tous reliés à des centres de pouvoir ou à des centres idéologiques ou à des foyers idéologiques au Moyen-Orient ou au Maghreb. Et donc ils vont transformer en quelque sorte ces vulnérabilités en ressources, expliquant que s'ils sont rejetés, c'est parce qu'ils sont musulmans et que la société ou l'État reste fondamentalement hostile à l'islam et hostile aux musulmans. Vous voyez, il y a tout un travail qui va redéfinir la relation à la société française de manière négative pour en quelque sorte les resocialiser à d'autres valeurs, à d'autres notions, et en quelque sorte donner une légitimation à la rupture. Oui. Vous dites, on apprend que la ville d'Argenteuil, tout près de Paris, en banlieue parisienne, est la ville la plus islamisée de France. Alors, à quoi vous le mesurez? Je ne sais pas si on peut dire que c'est la ville la plus islamisée, mais ça a été, avec Sartrouville, l'une des voies d'entrée du salafisme dans l'Île-de-France. Il y a, à une période assez récente, tout ceci est récent, environ 15-20 ans maximum, à travers des associations, une mosquée, l'invitation de prédicateurs saoudiens, la publication d'une revue, Al-Baïda, La Voix droite, la traduction de chers saoudiens avec une version en arabe, une version en française, par des étudiants et des étudiantes de très bon niveau d'arabe, et tout à coup, une version différente de l'islam a circulé auprès des jeunes générations qui sont en conflit avec les parents, ou qui sont en conflit avec la mère quand le père a disparu. Et les enfants disent très fréquemment, de jeunes adolescents, disent très fréquemment de leurs parents qu'ils ne sont pas des vrais musulmans, alors qu'ils sont tout aussi musulmans qu'eux. Mais à partir du moment où on détient la définition du véritable islam, entre guillemets, on est en mesure d'exclure de cette appartenance ceux qu'on juge être de mauvais musulmans. Et donc il y a des conflits très durs à l'intérieur des générations entre les parents et les enfants. Phénomène récent de 15-20 ans qui a commencé à Argenteuil. Il y a une idée à laquelle vous voulez tordre le cou dès le début de votre livre, c'est la question des convertis. Vous dites, on a dit, et vous dites d'ailleurs, par souci de politiquement correct, c'est le terme que vous employez, que la proportion des convertis était très importante chez les djihadistes. Or, vous dites, c'est faux. Je considère qu'elle est de 10-15% maximum. On ne peut pas l'évaluer, elle existe, hein, mais elle n'est pas, si vous voulez, elle n'est pas majoritaire. Oui. Et on l'a dit pour essayer de, là encore, en quelque sorte, exonérer les écosystèmes de leur part de responsabilité. Bien sûr, si nous avions un prédicateur d'Argenteuil ou d'ailleurs sur ce plateau, il dirait qu'il n'a jamais prôné le type d'islam que je définis. Mais ce dont il ne se rend pas compte, c'est la librairie islamique qui explique qu'il ne faut pas avoir d'amis juifs ou chrétiens, entretient déjà une rupture fondamentale dans le rapport à l'autre et justifiera ultérieurement
et éventuellement un passage à Cette l'acte. volonté d'exonérer, vous la pointez chez ceux que vous appelez les spécialistes, certains en tout cas, de la radicalisation ou de la déradicalisation. Une partie, il y a eu un grand marché de la radicalisation à la déradicalisation. On utilise très peu le terme parce que il connote, j'allais dire, des changements individuels ou le jeune qui se radicalise devant Internet. Nous considérons, enfin de l'équipe de recherche et moi-même et d'autres, Gilles Capel, Hugo Micheron qui a travaillé sur la question, qu'il faut du collectif, qu'il y a du religieux au sens de communauté, que ces changements s'opèrent quand on regarde Internet. Bueno, eso.